Bien, bonjour, chers étudiants. Comme prévu, on va commencer à étudier le contenu du thorax, c'est-à-dire les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Et on va, comme je vous ai dit, on va étudier appareil par appareil. Et aujourd'hui, on va voir le premier appareil, c'est l'appareil cardiovasculaire, et on va étudier l'anatomie du cœur. Donc, le cœur, on va commencer par une introduction pour donner une définition. Et dans cette définition, qu'est-ce qu'on va dire? Le cœur est un organe musculaire creux, situé dans le thorax et qui joue le rôle de pompe responsable de la propulsion du sang vers tous les organes du corps humain. Donc c'est un organe musculaire creux et qui va jouer, comme je viens de dire, jouer le rôle de pompe qui va assurer la propulsion, il sera chargé de la propulsion du sang vers tous les organes du corps humain. Donc ça, c'est la définition. Deuxièmement, quel est l'intérêt de cette question? Pourquoi vous êtes, en tant que médecin généraliste, vous êtes obligé de connaître parfaitement cet organe et cet appareil cardiovasculaire, pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la première raison, c'est une raison physiologique. Sur le plan physiologique, le cœur est un élément essentiel au niveau du corps humain. L'arrêt du cœur signifie la mort. L'arrêt de la circulation signifie l'arrêt de la vie. Donc, c'est la mort. Deuxième chose, au niveau, donc sur le plan physiologique, c'est un organe qui est vital. Maintenant, sur le plan pathologique, la pathologie de l'appareil cardiovasculaire est une pathologie très vaste et très riche. On peut commencer premièrement par le problème des malformations. Les malformations sont très variées et très nombreuses au niveau du cœur. On peut avoir des malformations au niveau des cavités. On peut avoir des malformations au niveau du muscle. On peut avoir des malformations au niveau des 6 septums de séparation, c'est-à-dire les cloisons qui séparent. On peut avoir des malformations au niveau des valves. On peut avoir des malformations au niveau des vaisseaux. Donc, il y a plusieurs types de malformations que vous allez détailler au cours de l'étude de la pathologie cardiovasculaire. Donc, le problème de malformation. On peut citer ici les malformations type dextrorotation de l'aorte, malformation, persistance du canal artériel. Tout ça, on va le voir au fur et à mesure. Les coarctations de l'aorte. On peut citer les tétralogies de Fallope, les trilogies de Fallope, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types de malformations. Le deuxième problème, ce sont les valvulopathies. Valvulopathie. Et pathie veut dire maladie. Et valvulo veut dire valvule. C'est quoi valvule? Valvule, c'est une structure qui s'interpose, qui va séparer les différentes cavités et se trouve aussi entre les cavités et les vaisseaux. Donc, on va étudier ces valves, comment ils sont, comment ils se disposent, quelle est leur anatomie. Donc, tout ça est important à connaître parce que cette pathologie valvulaire, les valvulopathies sont très fréquentes. Ils posent un véritable problème pour le chirurgien cardiovasculaire et pour le cardiologue parce qu'il faut faire le diagnostic et il faut traiter ces valvulopathies. Sinon, l'évolution va se faire vers la dégradation de la fonction du cœur et l'insuffisance cardiaque et la mort. Troisième problème, ce sont les problèmes de coronaropathie. Coronaropathie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pathie veut dire maladie. Coronaro vient du mot coronaire. Et coronaire, c'est le nom des vaisseaux qui vascularisent le cœur. Le cœur est un muscle, il a besoin
d'une oxygénation, il a besoin de l'énergie pour travailler. Qu'est-ce qui va ramener, qu'est-ce qui va apporter cette énergie et cet oxygène? Ce sont les vaisseaux coronaires. Ce sont les vaisseaux qui vont irriguer, qui vont vasculariser le cœur. Ces vaisseaux se trouvent parfois altérés et par conséquent, ça va donner une coronaropathie, c'est-à-dire une maladie des coronaires. Au début, il va se manifester par une douleur, c'est ce qu'on appelle la crise cardiaque ou la longueur d'effort ou bien l'angine de poitrine. Tout ça sont des synonymes de cette crise cardiaque, l'angine de poitrine. Et à la longue, ça va donner un arrêt cardiaque, c'est ce qu'on appelle la mort du muscle cardiaque, c'est l'infarctus du myocarde. Un autre problème, ce sont les HTA. C'est quoi HTA? C'est l'hypertension artérielle. C'est une maladie qui va toucher les vaisseaux. Et puis les autres problèmes, ce sont les malformations des vaisseaux, etc. Donc vous voyez, ça, ce sont des têtes de chapitre qui reflètent l'intérêt de cette question. C'est une question extrêmement importante à connaître. Donc après cette introduction, nous allons voir grand 2, on va passer à grand 2, la forme plus la situation du cœur. Donc, je vous rappelle tout de suite, le cœur est un muscle creux. À l'intérieur, il y a des cavités qui s'inscrivent dans une forme de pyramide. Pyramide triangulaire avec 3 faces, une base et un sommet. Donc, le cœur a la forme de pyramide avec 3 faces, une base et un sommet. Les faces sont, donc premièrement, la forme petit a, la forme. Et on a dit qu'il va avoir une forme pyramidale avec 3 faces. Une première face, c'est la face dite antéro-latérale, ou bien la face sterno-costale. C'est une face qui va regarder vers l'avant et vers la droite. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, le cœur est orienté vers l'avant, vers le bas et vers la gauche. On va voir ça sur un schéma. La deuxième face, c'est la face inférieure, appelée aussi face diaphragmatique. Diaphragmatique, pour quelle raison? Parce qu'elle regarde vers le bas. Or, le cœur repose sur le diaphragme. Il repose sur le diaphragme et il a une face avec laquelle il repose sur le diaphragme, s'appelle la face diaphragmatique. Et puis une troisième face, c'est la face latérale, gauche. Elle s'appelle la face pulmonaire. Pulmonaire. Pourquoi on l'a appelée face pulmonaire? Parce qu'elle est en contact direct avec le poumon, du côté gauche, avec le poumon gauche. Donc voici les différentes faces au niveau du cœur. La situation, petit b, la situation. Le cœur est situé dans le thorax, entre les 2 poumons, au-dessus du diaphragme. Et il occupe quelle partie? Il occupe l'espace entre les 2 poumons qui s'appelle le médiastin. Mais quelle partie du médiastin? Le médiastin antérieur. Le médiastin postérieur sera occupé par l'œsophage et par les vaisseaux, alors que le médiastin antérieur est occupé par le cœur. Donc si on veut étudier la situation, nous allons réaliser un premier schéma, un schéma d'une vue antérieure du thorax, vue antérieure du thorax, montrant la situation du cœur. Donc sur cette vue antérieure,
nous allons, voici le poumon droit, le poumon gauche, qui font partie de l'appareil respiratoire. Ensuite, nous avons en bas, nous avons le diaphragme. Le diaphragme, comme on l'a vu, il va occuper la partie. Voici le diaphragme avec ses deux coupoles, coupole droite et coupole gauche. Et le cœur va occuper cette partie centrale. Donc cette partie centrale, donc voilà, le cœur, il va occuper l'espace qui est situé entre les deux poumons, s'appelle le médiastin. Médiastin. Et quelle partie du médiastin? C'est le médiastin antérieur, ce qui nous amène à réaliser un deuxième schéma. Le deuxième schéma qui va consister à réaliser une coupe transversale du thorax montrant la situation du cœur. Donc je répète, où se trouve le cœur, sa situation? Le cœur se trouve entre les deux poumons, au niveau du médiastin. Le médiastin, c'est l'espace situé entre les deux poumons, au-dessus du diaphragme et au-dessous des gros vaisseaux. Voici les gros vaisseaux, l'aorte et la veine cave supérieure, au-dessous des gros vaisseaux. Maintenant, sur une vue, ça c'est une vue antérieure, les repères sont supérieurs en haut et gauche, elle est à ma droite. Maintenant, je vais réaliser, comme je viens de dire, une coupe transversale du thorax. Sur cette coupe transversale du thorax, nous avons la ligne médiane, nous avons la vertèbre, ici, une vertèbre thoracique. Voici une vertèbre thoracique et en avant, nous avons le sternum. Latéralement, vous avez la paroi du thorax. Donc le cœur va se situer dans le médiastin. Voici le poumon. À ce niveau, vous avez le poumon, ça c'est le poumon gauche. Et ici, vous avez le poumon droit. Poumon droit et ici poumon gauche. Et là, c'est le cœur. L'espace qui est là, c'est le médiastin. Médiastin. Le médiastin est divisé par la trachée en deux niveaux, ou bien en deux espaces. Un espace antérieur, donc supposons que la trachée, ça on va le voir après, la trachée est là, ici c'est le médiastin antérieur, et en arrière c'est le médiastin postérieur. Donc le cœur occupe la partie inférieure du médiastin antérieur. Donc, en résumé, on peut dire que concernant la situation du cœur, le cœur est situé entre les deux poumons dans le médiastin antérieur au niveau de sa partie inférieure, alors que la partie supérieure est occupée par les gros vaisseaux. Qu'est-ce qui limite le cœur en bas? C'est le diaphragme. Et qu'est-ce qu'il y a en arrière du cœur? C'est le médiastin postérieur avec les éléments qui constituent cet espace. Grand 3, après la forme et la situation, grand 3
on va passer à la configuration externe. Configuration externe du cœur. Mais avant de commencer cette configuration externe du cœur, je vais rappeler un certain nombre de notions qui vont nous aider dans la compréhension de cette configuration externe. Donc je vais passer tout de suite à un rappel de notions fondamentales. Qu'est-ce que c'est que ces notions fondamentales? La première notion, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qui sort du cœur, ce sont des artères. Et tout ce qui rentre dans le cœur, ce sont des veines. Donc le schéma ou les éléments de départ, ce sont des artères, et les éléments qui arrivent vers le cœur, ce sont les veines. Donc les éléments qui sortent du cœur, ce sont des artères. Et l'exemple, artère pulmonaire, c'est un vaisseau qui sort du cœur vers le poumon. Aorte, c'est un vaisseau qui sort du cœur vers l'organisme. Maintenant, deuxièmement, les éléments qui rentrent dans le cœur, ce sont les veines. C'est-à-dire, tous les vaisseaux qui vont venir vers le cœur, ce sont des veines. Par exemple, les veines pulmonaires, ce sont des veines qui vont rentrer dans le cœur, mais qui proviennent du poumon. Deuxièmement, les veines caves, supérieures et inférieures, ce sont des veines qui vont venir de l'organisme vers le cœur. Ça, ce sont deux notions essentielles à connaître. Troisième notion, on peut diviser le cœur en deux parties. Un cœur droit et un cœur gauche. Un cœur droit et un cœur gauche. Est-ce qu'on a deux cœurs? Non, on a un seul cœur. Mais sur le plan fonctionnel, on le divise en deux secteurs. Un secteur droit et un secteur gauche. Un côté droit et un côté gauche. Le côté droit, c'est ce qu'on appelle le cœur droit. Le cœur droit contient du sang non oxygéné. Et ça, c'est important, oxygéné. C'est du sang non oxygéné. C'est du sang de retour, c'est-à-dire le sang qui provient des organes vers le cœur. C'est du sang qui est riche en CO2. C'est le sang qui a perdu son oxygène. Donc, c'est du sang non oxygéné. Par contre, quatrièmement, le cœur gauche contient du sang oxygéné. C'est un sang qui est riche en oxygène et qui est prêt à partir vers l'organisme pour assurer l'oxygénation des organes. Donc le cœur gauche, c'est du sang oxygéné, le cœur droit, c'est du sang non oxygéné. Mais qu'est-ce que c'est que le cœur gauche et qu'est-ce que c'est que le cœur droit? Donc, je peux vous le dire tout de suite, le cœur est formé de 4 cavités. 2 oreillettes ou atrium, 2 oreillettes ou atrium et 2 ventricules. Donc, du côté droit, il y a une oreillette droite, un ventricule droit qui vont constituer le cœur droit. Et du côté gauche, vous avez une oreillette gauche et un ventricule gauche qui va constituer le cœur gauche. Donc, le cœur droit, formé par l'atrium droite l'atrium droit et le ventricule droit, c'est le cœur droit. Il contient quel type de sang? Du sang non oxygéné. Par contre, le cœur gauche, qui est formé par l'atrium gauche et le ventricule gauche, contient du sang oxygéné. Donc, voici quelques notions à connaître
avant d'entamer la configuration externe du cœur. Une autre notion, cinquièmement, on peut l'ajouter, tout ce qui est artériel sera schématisé en rouge, ou tout ce qui est veineux sera schématisé en bleu. Ça, on vous l'a dit peut-être dans la première séance en anatomie, dans l'introduction, on vous a dit ces notions de langage des couleurs. Le schéma parle en anatomie. Le schéma parle à l'aide de quoi? À l'aide des couleurs. Donc, il y a des couleurs qui sont prises de manière conventionnelle et qui signifient exactement un organe. Rouge, c'est artère, bleu, c'est veine, jaune ou noir, c'est nerf. Ensuite, le muscle est en rouge s'il n'y a pas d'artère, il est en rose ou en orange s'il y a des vaisseaux, etc. Et tout ce qui est fibreux, il sera schématisé en vert, etc. Donc voici la configuration externe et on va faire deux vues. Pour étudier la configuration externe du cœur, on est obligé de réaliser deux vues. Une vue antérieure, appelée aussi sternocostale, une vue antérieure, rappelez-vous des faces, la face antérolatérale, on l'a appelée aussi sternocostale, et une vue postérieure, c'est-à-dire on va se placer dans le médiastin postérieur. Si je reviens à ce schéma, je vais vous montrer comment on va faire. La première vue, on va placer notre œil à ce niveau. C'est-à-dire, c'est une vue antérieure. Donc, on va voir cette face. Et cette face, elle est appelée face sternocostale parce qu'elle regarde le sternum et elle regarde les côtes sternocostales. Et une deuxième vue, on va placer notre œil à ce niveau. C'est-à-dire, c'est une vue de quoi? C'est une vue postérieure. Et cette partie-là s'appelle la base du cœur. La base du cœur. Cette face, c'est la face antérolatérale sternocostale. Et cette face, c'est la face latérale. Gauche, c'est la face gauche égale la face pulmonaire. C'est la face pulmonaire et vous voyez très bien ici pourquoi on l'a appelée pulmonaire. Parce qu'elle est en contact avec le poumon gauche. Cette zone, c'est la base. Cette zone, c'est la face antérolatérale. Et cette partie-là s'appelle la pointe du cœur, ou bien le sommet. Mais on l'appelle beaucoup plus la pointe du cœur ou bien le sommet. Et la pointe, on arrive à l'apercevoir en mettant la main du côté gauche du thorax, vous allez percevoir les battements du cœur. Qu'est-ce qui donne ces battements? C'est cette pointe qui vient percuter la paroi thoracique. Donc le cœur, on peut le percevoir par le toucher, on peut l'écouter, le cœur, on peut l'écouter. Par quoi? À l'aide de stéthoscope. En mettant le stéthoscope sur le thorax, on entend les bruits du cœur, donc ça s'écoute. On peut le percevoir par le toucher, par la palpation, et on peut le voir. On peut le voir comment? Par les moyens d'imagerie. En mettant une échographie, l'échographie transpariétale ou bien l'échographie transœsophagienne, on peut introduire l'échographe à l'intérieur de l'œsophage et voir le cœur, et on va voir les rapports du cœur. Et vous allez voir que c'est très facile de voir le cœur par l'intérieur de l'œsophage. C'est ce qu'on appelle l'échographie transœsophagienne, comme on peut le voir par l'imagerie, c'est-à-dire la résonance magnétique nucléaire ou autres moyens d'imagerie. Donc voilà, on va réaliser une vue antérieure. Une première vue, c'est la vue antérieure du cœur, montrant sa configuration externe. Vue antérieure du cœur, montrant sa configuration externe. Les repères du schéma sont le supérieur étant en haut, et puisque c'est une vue antérieure, la gauche est à droite du tableau. Donc, premièrement, on va commencer par
la mise en place du système veineux. Donc voilà la veine cave supérieure, la veine cave supérieure. Et c'est quoi la veine cave? La veine cave, c'est une grosse veine, puisqu'on l'a appelée supérieure, elle va drainer tout le sang de la tête et des membres supérieurs et le thorax. Donc tout ce sang, il va se regrouper au niveau de cette grosse veine qui va rentrer au niveau du cœur. Elle va rentrer au niveau de quoi? Au niveau de l'atrium. L'atrium, voici l'atrium droit, c'est-à-dire l'oreillette droite. Cette oreillette droite va avoir une expansion vers l'avant et vers le dedans, c'est ce qu'on appelle l'auricule. Donc là, vous avez la veine cave supérieure. Cette veine cave supérieure va s'aboucher au niveau de l'atrium droit, c'est-à-dire l'oreillette droite, et l'oreillette droite va donner le sang vers le ventricule. Quel ventricule? C'est le ventricule droit. Ventricule droit qui va monter qui va donner un autre vaisseau vers le haut. Ce vaisseau, c'est quoi? C'est l'artère pulmonaire. Donc là, vous avez l'artère, ça c'est une artère, c'est l'artère pulmonaire. Et l'artère pulmonaire, c'est une volumineuse artère qui va ramener le sang du ventricule droit vers les poumons. C'est pour cela qu'on l'appelle artère pulmonaire. Artère, elle sort du cœur, et pulmonaire, elle se dirige vers les poumons. Du côté gauche, nous avons le ventricule. Voici le ventricule. C'est le ventricule gauche. Et je légende ici, nous avons ici la veine cave supérieure, atrium. Atrium, c'est la même chose que oreillette. Atrium droit, ventricule droit, ventricule droit. Et puis, cette expansion-là, c'est un prolongement de l'oreillette, c'est un prolongement de l'atrium. D'ailleurs, on peut introduire le doigt à l'intérieur quand on opère le cœur, quand on arrive à cette région, on peut introduire le doigt à l'intérieur pour chercher la liberté de cette région. Et cet atrium, à quoi sert? Il joue le rôle de soupape. En cas d'hyperpression au niveau du cœur, il y a une partie de sang qui va remplir et qui va entraîner une diminution de la pression à ce niveau. Donc, ça s'appelle auricule. Auricule. Auricule droite. Du côté gauche, vous avez le ventricule gauche. Et voici la pointe du cœur, hein, la pointe dont on a parlé. La pointe du cœur, c'est le sommet. Donc nous avons veine cave supérieure, atrium droit, ventricule droit, ventricule gauche. Du ventricule droit sort l'artère pulmonaire. Mais du ventricule gauche, quel est l'élément qui va sortir du ventricule gauche? C'est l'aorte. C'est le plus gros vaisseau de l'organisme. Donc l'aorte va sortir et il va avoir cette forme, c'est la forme d'une crosse. Donc l'aorte va avoir cette forme d'arc, on va le développer après. Et qu'est-ce que vous remarquez? Que l'aorte, il repose sur la face gauche ou bien le flanc gauche de la veine cave supérieure. Donc c'est un rapport. Il est situé, il repose sur le flanc gauche de la veine cave supérieure. Donc ici, vous avez ce vaisseau, c'est tout simplement, c'est l'aorte.
l'aorte thoracique. Entre les différentes cavités, regardez, entre les différentes cavités, par exemple, entre l'atrium droit et ventricule droit, nous avons cette ligne. C'est ce qu'on appelle le sillon. C'est un sillon. Et entre ventricule gauche et ventricule droit, nous avons cette ligne. C'est ce qu'on appelle un sillon. Donc, ces sillons portent des noms. Entre atrium droit et ventricule droit, ce sillon s'appelle le sillon atrio-ventriculaire. Sillon atrio-ventriculaire. Mais vous allez voir que ce sillon va avoir deux noms. Donc, sillon, c'est ce qu'on appelle le sillon atrio-ventriculaire, ou bien, du fait que ce sillon, il représente une partie qui est déprimée par rapport aux deux saillies. Vous avez la saillie du ventricule et la saillie de l'atrium, et ça c'est un sillon, sorte de vallée, entre les deux, dans lequel vont cheminer les artères coronaires. Les artères coronaires. Donc les artères coronaires vont passer au niveau de ces sillons, et ces artères coronaires seront noyées dans de la graisse. Donc il va y avoir du tissu graisseux qui va combler ces sillons. C'est pour cette raison qu'on appelle ces sillons les sillons coronaires. Sillons coronaires. Et cette zone s'appelle sillon atrio-ventriculaire, ou la partie antérieure du sillon coronaire. C'est la même chose. La partie antérieure du sillon coronaire, parce qu'il y a une face postérieure où il y a la partie postérieure du sillon coronaire. Donc, qu'est-ce qui va cheminer dans ces sillons? Ce sont les artères coronaires, et ici, c'est l'artère coronaire droite, comme on va voir après. Un deuxième sillon entre ventricule droit et ventricule gauche. C'est un sillon qui va séparer les ventricules, et la même chose, il est comblé par du tissu graisseux et dans laquelle chemine une branche de l'artère coronaire, et ce sillon, tout simplement, il sépare les deux ventricules. C'est pour cela qu'on va l'appeler sillon interventriculaire. Sillon interventriculaire. Sillon interventriculaire. Donc voilà les différents éléments qu'on voit sur la face antérieure. Donc je répète, on voit essentiellement le cœur droit. Le cœur droit. Regardez sur le schéma de la coupe transversale. Si je reviens à ce schéma de la coupe transversale, s'il vous plaît. Donc si je vois ici, cette vue-là, cet œil qui regarde, il voit essentiellement cette partie-là. Est-ce que la base est vue par la vue antérieure? Non. Est-ce que la partie gauche du cœur, le ventricule gauche, est vue en totalité par cette vue? Non, il est postérolatéral. Et par conséquent, ce qu'on voit essentiellement, le ventricule droit, l'atrium droit et une petite partie du cœur gauche, du ventricule gauche. Maintenant, nous sommes obligés de faire une deuxième vue. Quelle vue? C'est la vue postérieure. Donc la vue postérieure va nous montrer les éléments de la base du cœur. Donc ça sera le schéma suivant. Donc vue postérieure du cœur, vue postérieure du cœur, montrant sa configuration externe. Donc, si je vous pose la question, est-ce que, par exemple, l'oreillette gauche, l'atrium gauche, est vue sur une vue antérieure ou sternocostale du cœur? Non, on ne peut pas voir l'oreillette gauche. L'oreillette gauche, elle est vue selon une vue postérieure. Ce qu'on voit, c'est l'oreillette droite. Donc, effectivement, c'est ce que nous allons faire. Allez-y, les repères du schéma sont supérieurs en haut
le côté droit est à ma droite. C'est l'inverse de ce qu'on a fait avant. Donc sur cette vue postérieure, on voit essentiellement, premièrement, la veine cave supérieure. Cette veine cave supérieure, elle va, comme j'ai dit, elle va drainer tout le sang du thorax, des deux membres supérieurs et de la tête. Et puis cette veine cave supérieure va s'aboucher au niveau de l'atrium, au niveau de l'oreillette droite, au niveau de l'atrium droit. Et l'atrium droit va recevoir aussi une volumineuse veine, une grosse veine, qui va drainer tout le sang de l'abdomen et des membres inférieurs. Et c'est quoi cette veine? Puisque la première, on l'a appelée veine cave supérieure, celle-là, elle s'appelle veine cave inférieure. La veine cave inférieure, on ne l'a pas schématisée sur la vue antérieure. Pour quelle raison? Parce qu'elle a une orientation de l'arrière vers l'avant. Donc, il est situé derrière le cœur. Sur une vue antérieure, on ne la voit pas. Et on arrive à la voir par une vue postérieure. Rappelez-vous, quand on a vu le diaphragme, on a mis l'orifice de la veine cave inférieure. Il se trouve où cet orifice de la veine cave inférieure? Il est situé entre la foliole antérieure et la foliole droite. Il est au niveau du centre phrénique. Or, le cœur est situé en avant. Ça veut dire que la veine cave inférieure est située en arrière du cœur. Un autre élément que nous allons placer à ce niveau, ce sont les veines pulmonaires. Les veines pulmonaires supérieures et inférieures. Combien nous avons de veines pulmonaires? Nous avons 4 veines pulmonaires. Chaque poumon va donner 2 veines pulmonaires. Chaque poumon va donner 2 veines pulmonaires. Le poumon droit va donner 2 veines, une veine supérieure et une veine inférieure, et le poumon gauche va donner 2 veines, une veine supérieure et une veine inférieure. Ces 4 veines vont converger vers l'atrium gauche. Ça, c'est l'oreillette gauche ou bien atrium gauche. Et ici, c'est l'atrium droit ou oreillette droite. Ensuite, veine cave supérieure, veine cave inférieure, atrium droit, atrium gauche. Et là, vous avez, c'est quoi ça? Ce sont les veines pulmonaires. Veines pulmonaires. Et je vous ai dit que chaque poumon va donner 2 veines pulmonaires. Donc, ces 2 veines correspondent à quel poumon? Poumon droit. Ce sont les veines pulmonaires droites. Et les 2 autres, ce sont les veines pulmonaires gauches. Du ventricule gauche, va sortir l'aorte, et je vous ai dit que l'aorte va réaliser une crosse. Une crosse qui va appuyer, cette crosse va reposer sur le flanc gauche de la veine cave supérieure. On l'a dit sur la vue antérieure. Ensuite, le ventricule droit va donner quoi? Il va donner l'artère pulmonaire, le tronc de l'artère pulmonaire, et ce tronc de l'artère pulmonaire va se diviser sous la crosse de l'aorte en 2 vaisseaux. Un vaisseau du côté droit et un autre vaisseau du côté gauche. Le vaisseau du côté droit, c'est l'artère pulmonaire droite, et le vaisseau du côté gauche, c'est l'artère pulmonaire gauche. Donc, artère pulmonaire droite, artère pulmonaire gauche, et ça, c'est le tronc de l'artère pulmonaire. Le tronc de l'artère pulmonaire.
Ensuite, le reste du cœur, nous avons là le ventricule gauche et le ventricule droit avec l'auricule à ce niveau, l'auricule gauche. Donc voici la vue postérieure. Vous avez ici l'atrium, là l'auricule, ici c'est le ventricule gauche et ventricule droit. Ventricule droit. Entre les deux atriums, nous avons l'atrium droit et l'atrium gauche. Entre les atriums, nous avons un sillon. Et ce sillon s'appelle comment? C'est un sillon. S'appelle le sillon interatrial. Pourquoi interatrial? Parce qu'il va séparer les deux atriums. Interatrial. On peut l'appeler aussi sillon interauriculaire, entre les deux oreillettes. Sur la face postérieure, à ce niveau, nous avons un sillon. Ce sillon-là, la même chose, il est comblé par de la graisse. Et il sépare quoi? Il sépare le ventricule droit du ventricule gauche. C'est pour cette raison on va l'appeler le sillon interventriculaire. Donc sillon interventriculaire. Mais si je reviens au schéma précédent, nous avons aussi ici, là, nous avons le sillon interventriculaire. Mais sillon interventriculaire sur la vue antérieure et sillon interventriculaire sur la vue postérieure. Pour les distinguer, en avant, on va l'appeler sillon interventriculaire antérieur et en arrière, sillon interventriculaire postérieur. Donc, on va ajouter ici sillon interventriculaire antérieur et ici, sillon interventriculaire postérieur. En haut et à gauche, nous avons l'auricule gauche. Donc, voici les éléments qu'on va voir sur la vue postérieure. C'est la vue de la base du cœur. La base du cœur est constituée par les deux atriums, atrium droit, atrium gauche, est constituée par les gros vaisseaux, l'aorte et la bifurcation de l'artère pulmonaire. Entre atrium et ventricule, nous avons un autre sillon, là. Ce sillon, c'est le sillon atrio-ventriculaire. Donc, sillon atrio-ventriculaire, qu'on a appelé aussi le partie en avant, on l'a appelé partie antérieure du sillon coronaire. Ici, c'est la partie postérieure du sillon coronaire. Donc, je complète les légendes. Ici, c'est l'artère pulmonaire. Et là, vous avez l'aorte. Donc, voici les principaux éléments que vous allez voir lors de la vue antérieure et la vue postérieure du cœur. Ça, c'est ce qui concerne la configuration externe du cœur. Maintenant, on va passer à grand 4. Après la configuration externe du cœur, on va voir grand 4, c'est la configuration interne du cœur. Configuration interne du cœur, c'est-à-dire, on va voir l'intérieur du cœur, quels sont les éléments qui constituent
la structure interne du cœur. Ce qui nous amène à réaliser des coupes. Et les coupes que nous allons faire des coupes en ouvrant les oreillettes, en ouvrant les ventricules. Mais avant de commencer cette étude, je préfère vous faire un schéma. Je préfère vous faire un schéma qui reflète la constitution exacte du cœur, mais il ne reflète pas la réalité de la coupe. C'est une coupe qui est schématique, c'est une coupe qui regroupe pratiquement tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur du cœur, mais en réalité, on n'arrive jamais à réussir cette coupe, parce qu'il y a des éléments qui sont surajoutés, donc on l'adopte et on la fait dans un but didactique, c'est-à-dire pour faciliter la compréhension. Donc le titre de ce schéma, c'est quoi? C'est une coupe passant le long de l'axe du cœur, c'est-à-dire elle va aller de la partie postérieure, c'est-à-dire de la base, elle va couper les atriums, elle va couper les sillons. Maintenant, vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire. Les atriums, ce sont les oreillettes. Les sillons atrioventriculaires, ce sont les sillons qui séparent les atriums des ventricules. Elle va couper les ventricules jusqu'à la pointe. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quelles sont les cavités qui constituent le cœur et quelles sont les valves qui se trouvent au niveau du cœur, quels sont les vaisseaux qui vont sortir et qui vont rentrer dans le cœur. Donc tout ça, on va le mettre sur on va le faire sur le même schéma. Donc ça sera donc une coupe, c'est une coupe frontale le long de l'axe du cœur, montrant sa configuration interne. Et je vous rappelle que le titre grand 4, c'est la configuration interne. Nous sommes en train d'étudier la configuration interne du cœur. Donc l'orientation est la suivante, supérieure étant en haut et la gauche est à ma droite. Donc quand on coupe frontalement le cœur, nous allons voir les éléments suivants. Donc voici une cavité, une première cavité, c'est la cavité gauche, c'est l'oreillette gauche. La deuxième cavité, c'est l'oreillette droite. Ensuite, nous avons le ventricule gauche et nous avons du côté droit le ventricule droit. Donc voici d'une manière schématique la structure du cœur, interne du cœur. Donc vous avez ici l'atrium gauche, et l'atrium gauche, puisque nous sommes du côté gauche, le dernier schéma qu'on a vu, l'atrium gauche reçoit combien de veines? Il reçoit 4 veines. Appelées comment? Appelées veines pulmonaires. Pourquoi on les appelle veines? Parce qu'ils vont ramener le sang vers le cœur. Pulmonaires parce qu'ils viennent du poumon. Chaque poumon va donner 2 veines. Donc on va avoir 4 veines. Voici 2 veines, une veine pulmonaire, une deuxième veine pulmonaire, et les autres sont en arrière. Voici les 2 autres. Ce qui nous donne 4 veines pulmonaires au niveau de l'atrium gauche. Mais une question à laquelle on n'a pas répondu jusqu'à maintenant. Regardez, moi j'ai schématisé des veines, mais j'ai mis la couleur rouge à la place de la couleur bleue. Pour quelle raison? Parce que, par convention, tout ce qui est bleu, ce sont les veines. Tout ce qui est rouge, ce sont les artères, sauf au niveau du cœur. Au niveau du cœur, tout ce qui vient des poumons, ce sont des veines pulmonaires qui contiennent du sang oxygéné. C'est pour cette raison qu'on les met en rouge. Et l'artère pulmonaire,
l'artère pulmonaire qui est une artère qui contient du sang non oxygéné parce qu'elle va sortir du ventricule droit. Rappelez-vous du premier schéma de la configuration externe. L'artère pulmonaire, on l'a mis en bleu. Pour quelle raison? Parce qu'elle contient du sang non oxygéné. On l'a dit dans l'introduction, le cœur droit contient du sang non oxygéné. Le cœur gauche contient du sang oxygéné. Donc tout ce qui est oxygéné est en rouge. Tout ce qui est non oxygéné est en bleu. C'est pour cette raison qu'on a mis les veines pulmonaires en rouge. Maintenant, du côté droit. Du côté droit, une première veine qui va venir vers l'atrium droit, c'est la veine cave supérieure. Et une deuxième veine, c'est la veine cave inférieure. D'accord? Donc voici le système veineux, ce sont les atriums. Atrium droit, atrium gauche. Mais l'atrium droit et l'atrium gauche sont séparés. Ils sont séparés par une cloison, par un septum. C'est ce qu'on appelle le septum. Attention, ce n'est pas le sillon, c'est le septum. Le sillon, il est à l'extérieur, mais à l'intérieur, nous avons un septum. Et ce septum qui sépare les deux atriums s'appelle septum interatrial. Comme sillon interatrial, ici, septum interatrial. Il est de quelle nature? Il est de nature fibreuse. Les atriums sont de nature musculaire. J'ai mis le trait en rouge parce que ce sont des muscles qui se contractent. Les atriums se contractent. Pourquoi? Pour chasser le sang de l'oreillette vers le ventricule. Il faut une pression. Mais là, c'est une cloison. C'est une cloison que j'ai mis en vert. C'est une cloison fibreuse. On va en parler quand on va étudier la configuration proprement dite sur un schéma qui illustre la réalité de la configuration interne. On va parler de ce septum. Donc, au niveau ventriculaire, maintenant, ici, c'est le ventricule gauche. Le ventricule gauche est une structure musculaire qui est formée par un muscle, et un muscle qui est épais et de gros diamètre. Donc ce muscle, c'est le muscle cardiaque, c'est le myocarde. Myo veut dire muscle, comme myologie. Myo, muscle. Et carde, c'est le cœur. Myocarde. Le ventricule droit est formé, lui aussi, par un myocarde, mais de volume moins important que celui du cœur gauche. Pour quelles raisons? Pour des raisons fonctionnelles. Le cœur droit envoie le sang uniquement vers le poumon. C'est la petite circulation. Par contre, le ventricule gauche, il envoie le sang vers la grande circulation, vers tout l'organisme. Donc, il faut une grande pression pour envoyer le sang vers tout l'organisme. Donc, vous avez ici le myocarde. Myocarde. Myocarde et le ventricule, là, vous avez ventricule gauche et ventricule droit. Ventricule droit. Atrium droit et atrium gauche. Atrium gauche. Ici, veine pulmonaire. Et entre les deux, vous avez le septum. Septum, c'est ce qu'on appelle le septum interatrial. Et entre les ventricules, c'est le septum. Septum interventriculaire. Voilà. Donc, nous sommes en train de construire la configuration interne du cœur.
nous avons les deux atriums et les deux ventricules. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les atriums et les ventricules? Entre les atriums et les ventricules, il y a un système anti-reflux, c'est-à-dire le sang va passer vers un sens, mais il ne peut pas revenir. C'est le système de circulation sanguine. La circulation sanguine est une circulation unisens, c'est-à-dire toujours le circuit doit passer dans un seul sens. S'il y a reflux, c'est anormal, c'est une maladie. Et par conséquent, il faut un système anti-reflux. À ce niveau, il faut la présence d'une valve, et cette valve, elle va séparer l'atrium gauche du ventricule gauche. Cette valve est formée par deux valvules, une valvule droite interne et une valvule externe, une valvule médiale et une valvule latérale. Donc là, cette valvule, elle va séparer l'atrium gauche du ventricule gauche. On va l'appeler la valvule interatrioventriculaire gauche, mais elle porte un autre nom qui est propre, qui est connu. C'est ce qu'on appelle la valve mitrale. La valve mitrale. Donc, elle s'appelle valve mitrale. Où se trouve la valve mitrale? Elle se trouve dans le cœur gauche. Entre quelle cavité? Entre l'atrium gauche et le ventricule gauche. La valve mitrale. C'est une valve qui s'ouvre dans un seul sens. Et d'après vous, elle va s'ouvrir dans quel sens? Est-ce qu'elle va s'ouvrir vers les atriums, c'est-à-dire vers le haut? Les valves, c'est comme les portes battantes, comme ça. Est-ce qu'elle va s'ouvrir vers le haut ou bien vers le ventricule? La réponse, c'est vers les ventricules. Pour quelle raison? Parce que le sang circule toujours de l'atrium vers le ventricule. Le retour se fait par les veines pulmonaires qui font rentrer le sang dans, voici le sang qui rentre là, le sang rentre par les veines pulmonaires. Donc le sang va venir des poumons vers les veines, par les veines pulmonaires. Il va remplir l'atrium gauche. Quand l'atrium gauche est rempli de sang, cette valve s'ouvre automatiquement par gradient de pression. Par gradient de pression. Quand la pression augmente dans les oreillettes, dans l'oreillette, automatiquement la valve s'ouvre et le sang passe. Le sang passe d'où? De l'oreillette vers le ventricule. Donc le sang va passer à travers la valve vers le ventricule gauche. Donc c'est comme ça se fait le circuit du sang. Cette valve est étanche. Elle s'ouvre, elle laisse le sang passer. Une fois fermée, le sang ne peut pas revenir, ne peut plus revenir. Par contre, il y a des maladies. Il y a des maladies qui touchent cette valve. Parmi ces maladies, c'est le rhumatisme articulaire aigu. C'est quoi ce rhumatisme articulaire aigu? C'est une maladie immunitaire, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que les enfants qui développent les angines, combien de fois la maman, quand elle ramène l'enfant qui fait des angines à répétition chez un pédiatre, il lui dit, écoutez madame, il faut absolument enlever ces angines parce que sinon ils vont altérer le cœur. Quel est le lien entre les angines et le cœur? Donc il y a un lien, c'est que ces angines contiennent un microbe, un germe qui est le streptocoque bêta hémolytique du groupe A, et ce streptocoque va libérer des toxines dans l'organisme. Ce sont ces toxines qui donnent la fièvre, les frissons et la pâleur et parfois même l'hypotension artérielle. Et ces toxines vont entraîner, vont engendrer une réaction immunitaire de la part de l'organisme par la sécrétion des anticorps. Ce sont les antistreptolysines. Les antistreptolysines, parce que la substance toxique s'appelle la streptolysine. Et puis, ces anticorps, ils vont attaquer cette toxine, mais en même temps, ils vont se tromper, parce que la toxine, c'est une protéine.
Et la protéine qui existe dans la valve mitrale et la valve tricuspide, ce sont des protéines qui ressemblent à la protéine de la toxine. Donc, il va y avoir une attaque envers ces protéines et la destruction de la valve. Donc, cette valve, une fois détruite, soit qu'on va avoir une valve comme ça, une valve qui est incomplète parce qu'elle est déchirée, elle est altérée, et par conséquent, la fermeture sera incomplète, comme une porte où il y a une vitre cassée. Donc, il va y avoir de l'air qui rentre, une fuite. C'est ce qu'on appelle la fuite, ça s'appelle la fuite mitrale. Donc, le sang, il va circuler de l'atrium vers le ventricule, et au moment de la contraction du ventricule, normalement, le sang ne doit pas revenir vers l'oreillette, vers l'atrium, parce que la valve mitrale saine va se fermer, et elle est étanche. Aucune goutte de sang ne va revenir vers l'atrium, mais quand elle est altérée, une partie du sang, voire même une grande partie du sang du ventricule va revenir vers l'atrium. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance mitrale ou bien la fuite mitrale. La fuite mitrale ou bien l'insuffisance mitrale, c'est ça ce qu'on appelle la valvulopathie, la maladie de la valve qui est altérée par un processus, que ce soit comme ça immunologique ou bien un processus directement bactérien. Parfois, les bactéries peuvent se greffer sur la valve et détruire la valve, et ils vont altérer la valve. La deuxième valve, elle est située du côté droit. Et cette valve du côté droit, elle n'est pas formée uniquement par deux valvules, elle est formée par trois valvules. Trois valvules, une valvule interne ou septale, une valvule postérieure et une valvule antérieure. Donc vous avez là trois valvules au niveau de la valve droite. C'est la raison pour laquelle on appelle cette valve droite, on ne l'appelle pas mitrale. Mitrale, c'est deux, ça correspond à deux valvules, mais là c'est tricuspide. La valve, c'est ce qu'on appelle la valve tricuspide. Tricuspide. Cuspide veut dire valvule. Tricuspide, trois valvules. Tricuspide. La valve mitrale contient deux valvules, on l'appelle bicuspide. Deux valvules. Donc voilà les différents compartiments au niveau du cœur, les deux atriums, les deux ventricules, les valves atrio-ventriculaires, gauche mitrale, droite tricuspide. Maintenant, le sang dans le ventricule, il est rentré des atriums et là, il va venir, et il rentre à travers la veine cave supérieure, puis par la veine cave inférieure. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc le sang va rentrer dans les atriums et après les atriums, le sang à travers les valves mitrales et tricuspides, il va rentrer à l'intérieur des ventricules. Une fois dans les ventricules, le sang doit sortir. Elle va sortir par quel élément? Elle va sortir par les artères. Du côté droit, c'est l'artère pulmonaire et du côté gauche, c'est l'aorte. Donc du côté droit, l'artère pulmonaire. Donc là, c'est l'artère pulmonaire qui va venir de là. Voici l'orifice de l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire, la même chose, elle est formée de trois valvules. On va voir ça. Et du côté gauche, ça va sortir par l'aorte. Et l'aorte, voici l'aorte. L'aorte est l'orifice
qui va faire communiquer le ventricule avec l'aorte s'appelle l'orifice aortique. Donc là, nous avons deux nouveaux orifices. Orifice aortique et du côté droit, orifice pulmonaire. Orifice pulmonaire. Orifice pulmonaire et orifice aortique. Donc, le ventricule droit et le ventricule gauche vont chasser le sang à travers les artères. Artère pulmonaire du côté droit, dont le début est marqué par une valvule, c'est la valvule pulmonaire, et du côté gauche, c'est l'aorte, marquée à son origine par l'orifice aortique. Donc, après avoir étudié et compris cette configuration qui va nous aider énormément dans l'étude de la configuration interne du cœur. Donc maintenant, on va essayer de réaliser un schéma d'une vue antérieure du cœur en étudiant sa configuration interne. Nous allons reprendre à peu près la même chose, c'est-à-dire les mêmes éléments de la configuration externe, vue antérieure du cœur, et je mets entre parenthèses ouvert, un cœur ouvert, on va ouvrir le cœur, montrant sa configuration interne. Nous avons la veine cave supérieure, ensuite l'atrium droit, l'auricule, et puis l'artère pulmonaire et le ventricule gauche. À ce niveau, nous avons l'aorte. Et nous allons, ça c'est la configuration externe du cœur, nous allons essayer de réaliser des fenêtres au niveau du cœur sur cette vue antérieure pour voir les éléments internes. Quelle est la constitution interne du cœur. Dans un premier temps, nous allons ouvrir l'atrium droit. On va ouvrir l'atrium droit de cette manière, regardez, cette manière. Donc on va couper à ce niveau et on va rabattre toute cette partie vers l'extérieur. Donc comme ça. De telle sorte. Donc j'efface cette zone qui est masquée maintenant, qui est cachée par ce volet. C'est un volet que nous avons réalisé au niveau de l'atrium droit. Voilà. Donc c'est un volet que nous avons réalisé et on va voir là. C'est l'intérieur de l'atrium droit. Donc, premièrement, on va commencer cette étude. L'atrium droit s'inscrit dans une forme ovalaire avec 4 faces et 2 pôles. 4 faces et 2 pôles. On va étudier les pôles. Le pôle supérieur, ça c'est l'atrium droit. Le pôle supérieur, le pôle inférieur et les 4 faces. Premièrement, le pôle supérieur. Le pôle supérieur est représenté par l'orifice de la veine cave supérieure. Donc là, c'est l'orifice de la veine cave supérieure. Cet orifice est non valvulé, il ne présente aucune valvule. C'est un orifice qui est béant.
orifice de la veine cave supérieure. La partie inférieure, le pôle inférieur, marqué par l'orifice de la veine cave inférieure. Donc, veine cave inférieure qui est là. On l'a schématisé cette fois-ci sur cette vue. Et l'orifice de la veine cave inférieure, en haut, orifice de la veine cave supérieure, en bas, orifice de la veine cave inférieure. Cet orifice de la veine cave inférieure présente une valve, dite valve semi-lunaire. Pour quelles raisons? Pour des raisons fonctionnelles. Parce que le sang, il va monter du bas vers le haut. Une fois dans l'atrium, il ne doit pas revenir. Donc, il y a un système de clapet, cette valve, qui ferme la veine cave inférieure et empêche le reflux vers le bas. Cette valve, ça s'appelle la valve semi-lunaire. La valve semi-lunaire d'Eustachi. On peut l'appeler aussi la valve d'Eustachi, l'ancienne nomenclature, valve d'Eustachi. À côté de cette valve, ou bien à côté de cet orifice de la veine cave inférieure, il y a un deuxième orifice, un deuxième pertuis, un deuxième hiatus qui correspond à l'orifice du sinus coronaire. Orifice du sinus coronaire. Orifice du sinus coronaire. Mais c'est quoi ce sinus coronaire? Comme j'ai dit au début, le cœur est un muscle qui travaille, mais son travail demande de l'énergie. Cette énergie est apportée par quoi? Cette énergie est apportée par les artères coronaires. Donc les artères coronaires que nous allons voir après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vascularisent le cœur, mais la circulation de retour est assurée par les veines. Quelles veines? Les veines coronaires. Et les veines coronaires de l'ensemble du cœur se regroupent au niveau d'un vaste récipient qu'on appelle, et qui est situé en arrière du cœur, qu'on appelle le sinus coronaire. Et ce sang veineux, il doit revenir où? Il va revenir vers l'atrium droit, pas l'atrium gauche. L'atrium gauche contient du sang oxygéné, le sang artériel, alors que l'atrium droit contient du sang non oxygéné. Donc, le retour des veines coronaires qui est assuré par le sinus coronaire, qui est une dilatation, un vaste récipient qui va se jeter, il va se terminer à quel niveau? Il se termine à ce niveau, au niveau de l'atrium droit, à côté de la veine cave inférieure, qu'on appelle orifice du sinus coronaire. La même chose, cet orifice est doté d'une petite valvule, et cette valvule, c'est la valvule du sinus coronaire ou bien la valvule de Tébésius. Ça s'appelle comme ça, vous allez le trouver dans certains livres, c'est la valve du sinus coronaire ou bien ce qu'on appelle la valve de Tébésius. Donc voici le pôle inférieur. Le pôle supérieur, c'est l'orifice de la veine cave supérieure. En bas, l'orifice de la veine cave inférieure plus l'orifice du sinus coronaire. Maintenant, on attaque les faces. L'atrium droit, on a dit, présente 4 faces. Une face postérieure, une face interne, une face antérieure et une face latérale. La face latérale est marquée par la présence de fibres musculaires. Là, c'est une paroi qui est musculaire. Et on voit les stries musculaires au niveau de cette paroi qu'on appelle le muscle. Ce muscle porte un nom, c'est ce qu'on appelle le muscle pectiné. Muscle
pectiné. Ce n'est pas le pectiné que vous avez vu au niveau de la loge médiale de la cuisse. La loge médiale de la cuisse comprend 5 muscles. Ce sont les adducteurs, le pectiné, le gracilis, le grand adducteur, le moyen adducteur et le petit adducteur. Non, ici c'est un muscle cardiaque qu'on appelle le muscle pectiné. Muscle pectiné. Donc, ça c'est la paroi latérale. La paroi postérieure. La paroi postérieure est marquée par la présence d'un tubercule. Un tubercule, c'est quoi un tubercule? C'est une petite saillie, c'est une petite élévation musculaire à ce niveau. Et ce tubercule s'appelle le tubercule de Lowe, ou bien le tubercule interveineux. Tubercule interveineux. Pourquoi interveineux? Parce qu'il est situé entre la veine cave et la veine cave supérieure et inférieure. Le tubercule interveineux de Lowe. L-O-W-E-R. Lowe. Maintenant, la face médiale. C'est cette face-là. C'est la face interne. C'est la face appelée aussi la face septale, la face médiale, la face interne. Cette face correspond à quoi sur le premier schéma? Cette face correspond à ce septum. C'est le septum interatrial. Donc, si je suis en train de voir, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé ici et on a tiré cette paroi pour voir l'intérieur. Donc, on a vu le pôle supérieur, le pôle inférieur, le pôle supérieur, le pôle inférieur, et c'est la paroi latérale, on l'a vu. Maintenant, la paroi septale. La paroi septale, c'est ça. Cette paroi septale est marquée par la présence d'une dépression. Cette dépression s'appelle la fosse ovale. La fosse ovale. Fosse ovale. Et cette fosse ovale est renforcée à sa périphérie au niveau antérieur et supérieur par un épaississement. Il y a un épaississement qui limite cette fosse qu'on appelle le limbe. Le limbe. À quoi correspond cette fosse? Cette fosse correspond à une communication, vestige. Vestige veut dire le reste de la communication au cours de la vie embryonnaire. Au cours de la vie embryonnaire, comment se faisait l'oxygénation du fœtus? Elle ne se faisait pas par les poumons, parce que les poumons ne fonctionnaient pas à cette période. Donc l'oxygénation se fait par le placenta. Le placenta, le cordon ombilical du bébé, du fœtus, va vers le placenta, avec une veine ombilicale qui ramène du sang oxygéné et une artère ombilicale qui ramène du sang non oxygéné. C'est exactement comme au niveau des poumons, jusqu'au placenta. Et puis le sang qui revient par la veine ombilicale, c'est un sang oxygéné. C'est comme ça l'enfant arrive à avoir l'oxygénation. Mais à la naissance, qu'est-ce qu'on fait pour le cordon? On le coupe. Et une fois on coupe le cordon, il va y avoir un autre système qui va travailler. C'est le système pulmonaire, c'est le premier cri, c'est la première respiration. À ce moment-là, avant le clampage de l'ombilic, le sang qui était dans l'atrium droit va passer directement vers l'atrium gauche, puis le ventricule vers le gauche, puis le ventricule gauche, puis l'aorte, parce que c'est du sang oxygéné qui provient du placenta. Donc cette communication, pourquoi? Pour ne pas envoyer le sang vers le poumon. L'artère pulmonaire, à ce moment-là, elle ne fonctionne pas. Elle ne ramène pas le sang vers le poumon. Le sang doit passer de l'atrium droit vers l'atrium gauche. À la naissance, l'artère pulmonaire devient perméable, elle va ramener le sang vers le poumon parce que le poumon va se gonfler par l'air et à ce moment-là commence une circulation pulmonaire
ce trou va se fermer. Automatiquement, au cri, il se ferme d'une façon automatique. Il y a des enfants qui vont persister ce trou. Ce trou va persister, il va rester et ça va faire une maladie. Cette maladie s'appelle comment? Communication interatriale. En abréviation, CIA. CIA, communication interatriale ou bien communication interauriculaire. Et parfois, ce trou, il reste béant d'une manière importante, ce qui va amener vers une intervention chirurgicale. Il faut opérer ces enfants pour fermer ce trou, pour assurer une circulation d'un cœur gauche qui contient du sang oxygéné et un cœur droit qui contient du sang non oxygéné, parce que ce trou va entraîner un mélange entre les deux circulations. Donc, je répète, la fosse ovale entourée par le lemme caractérise la face septale ou bien la face interne. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est la face antérieure. On a vu la face latérale, la face postérieure, la face interne, maintenant la face antérieure. La face antérieure est caractérisée par quoi? La face antérieure est caractérisée par la présence de cet orifice, c'est-à-dire l'orifice. Quel orifice? C'est la valvule tricuspide. La valvule tricuspide, je vais la schématiser. À ce niveau, voici la valvule tricuspide, elle est là. Et cette valvule tricuspide va assurer le passage du sang de l'atrium vers le ventricule. Et à ce moment-là, je suis obligé d'ouvrir quoi? D'ouvrir le ventricule pour voir. Donc, on va ouvrir, effectivement, on va ouvrir le ventricule, on va l'ouvrir de cette manière, comme ça. Voilà. Donc, on réalise une coupe, on coupe ici, et on va rabattre le ventricule, c'est-à-dire la paroi antérieure du ventricule, vers le bas, comme ça. Et à ce moment-là, on est en train de voir l'intérieur du ventricule. Donc l'intérieur est marqué par la présence, premièrement, de faces, les faces au niveau du ventricule. Donc les faces, nous avons une face médiale, face septale, une face postérieure et une face latérale qu'on a enlevée. Donc vous voyez que voilà une face interne ou médiale, une face postérieure ou inférieure et une face latérale qui correspond à la paroi latérale qu'on a ouverte. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? On voit l'intersection entre l'atrium et le ventricule gauche qui est marquée par la présence de cette valve tricuspide avec trois valvules. Une valvule interne, une autre valvule latérale et une troisième valvule qui est inférieure ou postérieure. Donc là, vous avez valvule médiale, valvule latérale et une valvule postérieure. Par contre, l'intérieur du ventricule est marqué par la présence de piliers. À l'intérieur, on voit des piliers. C'est ce qu'on appelle les piliers du cœur. Et ces piliers, ce sont de petites élévations musculaires qui sont insérées au niveau des trois zones. À côté de ces piliers, nous avons une autre structure qui va venir de la partie supérieure jusqu'à la partie inférieure pour aller se terminer au niveau de la partie latérale. C'est la crête supraventriculaire. Cette crête, c'est une zone musculaire
c'est un épaississement musculaire et qui va correspondre à quoi? Au passage des structures nerveuses qui vont innerver le cœur, ils vont emprunter cette structure musculaire. C'est ce qu'on appelle la crête supraventriculaire. Et cette crête supraventriculaire va être ajoutée à, bien sûr, des piliers. Et on va avoir des piliers sur la face interne, des piliers sur la face postérieure et des piliers sur la face latérale. Quel est le rôle de ces piliers? Comme leur nom l'indique, ce sont des zones d'attache. Des piliers, ce sont des zones d'attache. Des zones d'attache pour les valvules. Donc, au niveau de ces piliers, viennent s'insérer quoi? S'insérer des cordages tendineux, et ces cordages tendineux vont amarrer ces valvules comme un système de parachute. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Le sang va passer de l'atrium droit vers le ventricule droit, et que fait la valve? La valve va se fermer. Donc, que font ces cordages? Ce sont les cordages tendineux. Ils vont fixer, ils vont amarrer la valve et ils vont l'attacher pour qu'elle ne fasse pas reflux dans l'atrium, pour qu'elle ne remonte pas au-dessus de la valve. Donc, ils interviennent dans l'étanchéité, dans le système anti-reflux. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle les piliers du cœur. Et les cordages tendineux. Donc, en résumé, on peut dire que la configuration interne du cœur droit, au niveau atrial et au niveau ventriculaire, est la suivante. C'est qu'au niveau atrial, nous avons deux pôles. Pôle supérieur, c'est la veine cave supérieure. Pôle inférieur, c'est la veine cave inférieure qui est valvulée, la valvule d'Eustachi ou bien la valvule de la veine cave inférieure, plus l'orifice de sinus coronaire qui est lui aussi valvulé. La paroi latérale, c'est formée par la paroi musculaire de l'atrium qui est le muscle pectiné. La paroi postérieure est formée marquée par essentiellement le tubercule interveineux de l'OE, et la face médiale, c'est la fosse ovale qui est délimitée par le limbe et qui est un vestige de quoi? Du trou atrio-ventriculaire qui était fonctionnel lors de la vie embryonnaire. Et lors de la vie embryonnaire, on appelle ce trou le trou de Bottal. Vous allez trouver ce terme, c'est le trou de Bottal. Trou de Bottal. Et la persistance du trou de Bottal constitue la maladie qu'on appelle comment? Qu'on appelle CIA. CIA, ça veut dire communication interatriale ou interauriculaire. La paroi antérieure est marquée par la présence de la valve. La valve qui est la valve tricuspide, cette valve qui est formée de 3 valvules, une valvule médiale, une valvule postérieure et une valvule latérale. Donc, ces valvules sont amarrées grâce à des cordages, les cordages tendineux, aux piliers du diaphragme. Et chaque paroi contient des piliers qui servent d'amarrage. Il faut noter que ces piliers peuvent être sectionnés, ils peuvent être altérés ou coupés. Par quoi? Bien sûr, comme on a dit, dans le RAA, le rhumatisme articulaire aigu, peut être une origine de la rupture de ces tendons, ou bien la greffe bactérienne. Les bactéries qui peuvent se greffer sur ces cordages, ils peuvent entraîner leur destruction
ils peuvent entraîner leur rupture. Et la conséquence, c'est quoi quand il y a une rupture de ces valves? Je viens de l'expliquer, c'est qu'au moment de la contraction du ventricule, le sang va pousser les valves vers l'atrium et il peut être source d'insuffisance. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance tricuspidienne. Voilà, on va s'arrêter ici. On a vu la configuration interne du cœur droit et la prochaine fois, on va démarrer notre cours par la configuration interne du cœur gauche. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.